Aujourd'hui, on franchit les Alpes avec Hannibal, fils d'Hamilcar, dans sa grande et folle épopée. On plonge en 218 avant Jésus-Christ, au début de la deuxième guerre punique, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. Les trois guerres puniques opposent durant plus d'un siècle la Rome antique et la civilisation carthaginoise ou civilisation punique. À l'aube du premier millénaire, Rome et Carthage sont deux superpuissances. Elles se battent pour dominer le monde. Lors de la première guerre punique, qui a duré 23 ans, Carthage a perdu la Sicile et Rome est devenue une puissance maritime. Craignant l'invasion de Carthage par Rome, Hannibal prépare l'offensive. La deuxième guerre punique, à l'initiative de Carthage donc, dure de 218 à 201 avant Jésus-Christ et est surtout marquée par des batailles terrestres et l'affrontement du Carthaginois Hannibal Barca et du Romain Scipion l'Africain. Le passage des Alpes par Hannibal est une étape majeure de la marche vers l'Italie de l'armée d'Hannibal. Hannibal, je vous le rappelle, est un homme politique carthaginois considéré comme l'un des plus grands tacticiens militaires de l'histoire, rien que ça. Au lieu d'attaquer par la mer, ce qui nécessiterait une trop grosse flotte, il décide de conduire son armée jusqu'en Italie par les Alpes françaises pour ensuite marcher sur Rome. C'est un périple invraisemblable, vous ne trouvez pas ? Et pourtant, cet épisode a fait couler beaucoup d'encre. Mais quand on vient d'Espagne, comme Hannibal, et qu'on se dirige vers les Alpes, il faut traverser le Rhône. Bien sûr, il ne part pas seul, il arrive devant le fleuve en 218 avant Jésus-Christ, avec 38 000 hommes à pied, 8 000 cavaliers et 37 éléphants. Par où a-t-il traversé ? Un endroit ni trop profond ni trop large. Peut-être à Roquemort, des enfants ont trouvé dans les sédiments du Rhône une défense d'éléphants gravée. Pour traverser avec les éléphants qui ne sont pas réputés pour être de grands nageurs, l'armée d'Hannibal a-t-elle construit des radeaux ? Si oui, imaginez le nombre d'hectares nécessaires pour cela. Voilà, le Rhône est traversé, les Gaulois sont maîtrisés. Hannibal poursuit son entreprise titanesque, son grand exploit militaire. Il poursuit vers les montagnes qui effraient beaucoup à l'époque. Des doutes subsistent toujours, on ne sait pas par où est passé le stratège. On pense savoir qu'Hannibal a conduit ses troupes à travers les Alpes en 10 jours d'approche, 9 jours de montée au milieu de tribus hostiles, 2 jours de regroupement au col et 4 jours de descente en se taillant un chemin dans le versant, pour parvenir enfin dans la plaine du Pô en Italie. Je vous le rappelle, avec 38 000 hommes, 8 000 cavaliers et 37 éléphants. L'itinéraire emprunté par Hannibal, déjà objet de thèses concurrentes dans l'Antiquité, reste toujours sujet à polémique. Toutes les hypothèses avancées sont fondées sur l'interprétation des textes de Polybe, contemporain d'Hannibal, et de Tite-Live, qui tantôt s'appuie sur Polybe, tantôt en diverge, tandis que l'archéologie n'a pas apporté d'éléments probants. Près d'1 millier d'ouvrages ont déjà été écrits sur le sujet. 5 routes sont évoquées, 3 au nord par le col du Mont-Cenis, le col du Petit Saint-Bernard ou le col du Clapier, une au centre par le col du Mont-Genève, une au sud par le col de la Traversette. Ce que l'on sait, c'est qu'il est passé par Valence et qu'il est arrivé non loin de Turin. Mais aucune mission archéologique n'a trouvé de traces de son passage et c'est impossible qu'une armée de cette taille n'ait laissé de traces. Quelques géologues et historiens ont prélevé des échantillons de sol pour extraire la couche de l'époque d'Hannibal et chercher des traces à des endroits où potentiellement les troupes ont fait halte. Dans une tourbière, sous le col de la Traversette, le sol est ravagé à 46 mètres sous la couche actuelle. Les prélèvements révèlent qu'un nombre considérable de chevaux est passé par ici. L'hypothèse de la route sud est donc corroborée par la lecture des textes de Polybe qui parlent de vues imprenables sur des vastes plaines d'Italie qui s'étalent sous ses yeux, ou qui parlent des sentiers raides extrêmement dangereux ou d'un éboulement qui a bloqué l'armée. Est-ce que l'armée d'Hannibal est passée par la route sud ? Aucune certitude cependant. Otage grec vivant à Rome à partir de 168 avant Jésus-Christ et ami des Scipions, Polybe est l'auteur d'une histoire de la République romaine qui couvre la deuxième guerre punique dans son livre 3. Il se pose en historien objectif qui analyse et trie ses sources.
Polybe affirme avoir rencontré des témoins gaulois et carthaginois ayant connu Hannibal. Malheureusement pour les historiens modernes, il refuse d'alourdir sa narration de détails et de noms géographiques que les lecteurs ne pourraient pas situer. Son récit est donc relativement imprécis et ne nomme que 2 repères géographiques. Hannibal passe par le territoire des Allobroges, domaine assez vaste des Alpes du Nord, et son point d'arrivée est Turin. Après la traversée du Rhône, un chef gaulois offre ses services pour guider Hannibal jusqu'en Italie. Polybe et Tite-Live s'accordent sur l'aide initiale qu'apportent les Allobroges qui fournissent des vivres et des vêtements chauds à la troupe d'Hannibal. En revanche, ils divergent sur la direction prise. A-t-il suivi la Durance ou l'Isère ? Après la progression en terrain plat, Polybe et Tite-Live s'accordent sur les premières difficultés et les accrochages avec des populations hostiles. Hannibal commence la montée des Alpes dans des secteurs plus encaissés. Son armée s'étire en longueur dans les passages escarpés. Les animaux chutent. La colonne est alors harcelée à plusieurs reprises par les indigènes embusqués sur les hauteurs et essuie des pertes importantes. Le col, aux sommets enneigés, est atteint au 9e jour de montée, au début du coucher des Pléiades, qui est un événement astronomique qui se produit au début du mois de novembre. Hannibal stationne 2 jours en ce point pour regrouper les traînards et les bêtes égarées avant d'entamer la descente. Ici, Polybe et Tite-Live placent une scène renommée, quasi théâtrale, que de nombreux chercheurs considèrent comme un indice déterminant pour l'identification du col, tandis que d'autres n'y voient qu'une mise en scène littéraire. S'avançant sur un piton qui domine le versant italien, Hannibal aurait ranimé le moral de ses soldats épuisés en leur montrant la plaine du Pô qui s'étale sous leurs yeux. Le versant italien offre un trajet plus court mais plus raide que le côté gaulois. Bientôt, un obstacle bloque l'avancée. Un tronçon de la voie est coupé par un éboulement. Seuls quelques fantassins parviennent à avancer en se cramponnant à la végétation. Une tentative de contournement par une zone de névé se révèle vite impraticable. La neige fraîche, déposée par-dessus la neige glacée de l'année précédente, se transforme rapidement sous les piétinements en une gadoue glissante. Des chutes collectives entraînent hommes et bêtes. Après une nuit de bivouac, des hommes entreprennent de reconstituer le chemin détruit par l'éboulement. Après un jour d'effort, le passage devient suffisant pour les chevaux et les mulets que l'on parque dans un alpage en contrebas. 3 jours de plus rendent le chemin praticable par les éléphants et le reste de la troupe achève la descente. En tout, la traversée aurait demandé 15 jours, au prix de lourdes pertes. Selon Polybe, il ne lui restait en arrivant au pied des Alpes que 20 000 hommes, 12 000 Africains et 8 000 Espagnols d'infanterie et 6 000 chevaux, et un éléphant. L'invasion a déclenché un séisme dans le monde antique. Hannibal a mené une campagne sanglante en Italie malgré la fatigue de son armée, mais Rome a résisté. Carthage est finalement tombée aux mains des Romains, mais l'exploit dans les Alpes d'Hannibal témoigne de sa détermination et de son génie militaire. Tout cela me laisse perplexe. 38 000 hommes, 8 000 cavaliers, 37 éléphants menés et motivés par un homme. Et si vous n'avez pas de tapis volant ni d'éléphant pour franchir les Alpes, prenez le tunnel du Mont Blanc au sortir de la RN 205. À vol d'oiseau. La saison 3 de la chronique Tapis volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont Blanc. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.